La 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les retombées issues de cette rencontre de haute portée seront évoquées dans ce journal par le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilé-Binzé, qui était à la tête de la délégation gabonaise à New York. On parlera également de l'amélioration des prestations de services de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Au cours d'une séance de travail entre la direction générale et les partenaires, les conditions d'évacuation des malades étaient en très bonne place. Les fuites d'eau à Libreville et les conséquences qui en découlent dans plusieurs ménages, nous en parlerons plus amplement avec Lariska Lormamengi dans le cadre de la chronique de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première, direction cour constitutionnelle où s'est tenue ce matin les juridictions constitutionnelles africaines. Les présidents des institutions constitutionnelles ont planché sur les échanges d'expériences entre leurs institutions respectives. Max-Olivier Obam, Marine Samé-Yogé pour les détails. Mini-sommet des juridictions constitutionnelles africaines au siège de la Cour constitutionnelle gabonaise. À la faveur de la présence à Libreville de nombreux responsables des juridictions constitutionnelles africaines pour la prestation des serments de leurs collègues gabonais, le salon présidentiel du Palais de la Constitution a réuni autour de Marie-Madeleine Boranto les présidents des cours constitutionnelles du Maroc, du Togo, du Mali, de la République centrafricaine et de Guinée équatoriale. Il est question de se concerter sur la mise en place des mécanismes qui vont nous permettre, aux cours africaines, de pouvoir bénéficier des expériences réciproques de chacune d'elles et de pouvoir faire connaissance, parce que nous avons des pays qui sont différents, qui ont une histoire particulière. Donc c'est très important pour nous de pouvoir les rassembler et de pouvoir élaborer une constitutionnalité africaine. Pour le président du tribunal constitutionnel de Guinée équatoriale, la Constitution est le socle fondamental d'un État. L'importance du tribunal constitutionnel. Le tribunal constitutionnel, sur la base des dispositions constitutionnelles, a un rôle d'arbitre et permet donc de surmonter des situations de crise qui pourraient survenir entre ces différents pouvoirs. Une rencontre importante, une occasion opportune pour témoigner de l'ambition solidaire des justices constitutionnelles africaines. Je vous l'ai dit en titre, à la tête de la délégation gabonaise à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilé-Binzé s'est expliqué sur la convention signée avec la Norvège pour la préservation des forêts. Il a par ailleurs présenté les ambitions du Gabon lors du sommet du climat. Eric Hervé Mouélé, Sandy Adzabi. 150 millions de dollars, c'est le montant que la Norvège s'engage à verser au Gabon sur 10 ans. Pour lutter contre la déforestation. Le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilé-Binzé, représentant le président de la République Ali Bongo Ondimba à cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, s'en réjouit. Sur la question climat, le Gabon continue aux côtés des États de la CEAC à affirmer son leadership et nous nous félicitons de cette convention qui a été signée avec la Norvège sur la question carbone pour accompagner le Gabon dans ses efforts de préservation des forêts. Au cours du sommet de l'ONU dédié au climat, le chef de la diplomatie gabonaise a réaffirmé l'engagement du Gabon à mettre en œuvre l'accord de Paris. Le Gabon est engagé aux côtés du chef de l'État et grâce à son leadership en ce qui concerne la mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat et nous prenons part à tous les panels qui s'organisent, y compris par les organismes spécialisés des Nations Unies. À ce jour, 66 pays ont annoncé leur adhésion au principe de neutralité carbone, c'est-à-dire revoir officiellement à la hausse leur plan climat d'ici la COP26, fin 2020, étape clé fixée par l'accord de Paris. Du côté de l'Assemblée nationale, s'est tenue ce matin une réunion de travail entre le bureau de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles, les sous-commissions et les comités d'évaluation issus de la dite commission. L'objectif étant d'élaborer un plan de travail approprié pour la session en cours. Jules Daflorondembe, Valérie Charles Poulangoy. C'est conformément au règlement de l'Assemblée nationale que le bureau de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles, dirigé par l'honorable Angélique Ngoma, a réuni les membres des 4 sous-commissions et comités d'évaluation de la dite Commission générale permanente chargée d'analyser et de réfléchir sur les propositions de loi et les actions à mener tout au long de cette deuxième session ordinaire.
Objectif, rendre plus visible et plus efficace le travail législatif. Au cours de cette rencontre, nous avons, comme je le disais tantôt, parlé de l'élaboration de ce plan de travail, mais aussi des actions à venir conformément aux missions régaliennes qui nous sont dévolues. Au centre d'un vaste volet social, la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles a pour ambition de trouver des solutions idoines aux préoccupations soulevées par les concitoyens. C'est fort de cela qu'elle entend impliquer tous les élus dans l'élaboration de son plan de travail. Raison pour laquelle 4 sous-commissions ont été mises en place pour que la possibilité soit donnée à l'ensemble des parlementaires pour être au fait des différents dossiers qui vont être étudiés, analysés et pourquoi pas élaborés au niveau de l'Assemblée nationale et qui concernent la commission qui est la nôtre. Rappelons que la réunion initiée ce jour avec les sous-commissions et les comités d'évaluation obéit à la vision du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, qui a pour cheval de bataille l'amélioration des conditions de vie des populations. Plénière cet après-midi au CSE, Conseil économique, social et environnemental. Au terme de 21 jours de travaux, les conseillers ont rendu un avis sur le conflit homme-faune sauvage, le thème retenu pour cette session qui s'achève demain, jeudi 26 septembre 2019, avec Charles Obamondo et Arnaud Mengi. Des applaudissements nourris pour magnifier le résultat de l'intense travail abattu par les conseillers économiques, sociaux et environnementaux, une réflexion axée sur le conflit homme et faune sauvage, une approche analytique et critique qui aboutit à la rédaction d'un document final de 28 pages scindé en 6 parties et soutenu par 2 annexes et qui intègre quelques recommandations à l'intention des décideurs. Le CSE recommande fortement que les fonds levés auprès de la communauté internationale au titre de dividendes relatifs à la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité soient retranscrits dans la loi de finances. Le CSE recommande au gouvernement d'élaborer des politiques environnementales plus soucieuses de la dimension sociale, réaffirmant ainsi la supériorité de l'homme face à l'animal. Un petit regret exprimé par le président du bureau, l'absence remarquée de certains membres qui n'ont pas pu prendre une part active à l'élaboration de ce document. Nous sommes ici pour le travail au service de notre pays. Et chacun de nous doit être conscient de ce pourquoi nous sommes là. Et je rappelle à nouveau cette responsabilité. Je m'en tiens à ce que nous avons arrêté comme disposition à appliquer depuis que je suis arrivé à la tête de l'institution. Ce texte sera transmis au chef du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat. La prochaine session sera consacrée certainement à l'examen de la loi de finances 2020. En santé, l'amélioration des prestations des assurés de la NAMGS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, au centre d'une séance de travail entre la direction générale de cette entité et les partenaires avant de signer et renouveler de nouveaux contrats, un tour d'horizon sur la prise en charge et les conditions d'évacuation des malades. Lolita Obon, Chris Rodolphe Lebonda. En application des engagements pris par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, dans sa mission d'offrir des soins de qualité à ses assurés, l'équipe du directoire a réuni ses différents partenaires venus des 5 pays pour examiner dans un premier temps les conditions liées aux évacuations sanitaires et ensuite renouveler les contrats pour certains et signer des nouveaux avec d'autres. Nous avons augmenté donc notre portefeuille de partenaires et il était de bonne loi qu'à partir de là, nous puissions faire un point, voir ce qui a été et ce qui ne marche pas. Ça passe donc par une révision de la Convention qui va intégrer certains articles pour faire en sorte que ce partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Cette signature vient ainsi remettre à niveau et uniformiser les conditions liées à la prise en charge des malades dans les 5 pays que sont la France, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Turquie et la Tunisie. Cette initiative vient à juste titre pour améliorer la prise en charge et essayer de trouver un moyen de conforter
la coopération entre la CNAMGS et les pays africains. Le deuxième volet est bien entendu un volet pécuniaire. Il faudrait qu'il y ait une corrélation entre la prestation de services et un niveau économique de paiement permettant des soins d'excellence. Des améliorations qui visent à mieux satisfaire les patients assurés à la CNAMGS. Le 23 septembre dernier, la communauté internationale célébrait la journée dédiée à la langue des signes pour pallier la difficulté que rencontre l'entourage des personnes vivant avec un handicap auditif. L'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale offre des formations. Parents, amis et autres personnes sont invités. Jean de Dieu Gomes Ngombi, Jean de Dieu Mambundo. Ici, ces étudiants prennent part à un cours de langage des signes pour mieux communiquer avec les déficients auditifs. Les formules de salutation, les jours de la semaine, les mois de l'année et les couleurs sont les notions de base révisées ce jour avec les 3 seules enseignantes de la discipline que compte l'Institut. On enseigne par exemple la dactylologie qui est l'alphabet en langue des signes. Nous enseignons à la fois la dactylologie française et à la fois la dactylologie américaine. Parce que sur le terrain, certains sont pratiquent l'une comme l'autre des dactylologies. On a un volume horaire défini en fonction des filières. Outre ces étudiants, les proches des sourds et autres personnes désireuses d'apprendre la langue des signes peuvent aussi bénéficier de cette formation. Des institutions, ça peut être des ministères, peuvent solliciter l'INFAS pour pouvoir accompagner les personnes qui sont désireuses de travailler dans ce domaine. Nous pouvons également travailler avec des familles et nous pouvons travailler également avec des associations. Bien évidemment, nous allons adapter les coûts en fonction de chaque catégorie et de la problématique qui sera posée en rapport avec cette formation. Au Gabon, la communication entre les personnes atteintes de déficience auditive et celles qui ne le sont pas n'est pas toujours facile. Apprendre la langue des signes pour améliorer le dialogue entre les deux communautés grâce à la formation proposée par l'INFAS semble ici l'issue la plus appropriée. Du côté de l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda, après 12 semaines de travaux axés sur les nouveaux programmes de formation, les experts du secteur minier viennent de présenter aux membres du gouvernement les nouveaux contenus scolaires. Lardi Hingemamba, Gérard Magnagna. Après 3 années d'existence, l'école des mines et de la métallurgie de Mwanda veut se positionner comme leader dans la sous-région pour ce qui est des formations dans le secteur des mines et de la transformation du minerai. Pour atteindre cet objectif, les enseignements dispensés devraient dorénavant être en conformité avec les besoins des entreprises. Aujourd'hui, l'école des mines et de métallurgie de Mwanda en est quasiment à sa 3e promotion, avec un taux de placement sur le marché quasiment égal à 100% pour la première promotion, entre 30 et 40% pour la seconde promotion. Et pour l'instant, nous attendons de pouvoir livrer la 3e promotion. Et lorsque je dis entre 30 et 40%, ça veut dire que nous avons quand même entre 60 et 70% de la 2e promotion qui aujourd'hui n'est pas encore entièrement placée sur le marché. Ce qui pourrait dénoter d'une certaine inadéquation entre l'offre et l'emploi. Il était donc nécessaire, à mi-parcours, après 3 années d'existence, de pouvoir faire un point sur les programmes. Quitter la généralité pour la spécialisation afin de mettre sur le marché des cadres de haut niveau, capables de répondre aux besoins de l'heure dans les métiers de la mine en Afrique. Le travail qu'on a mené a consisté à évaluer ce qui était proposé par cette école et s'assurer que ce qui est proposé par l'école permet de fournir des ingénieurs qui seront des ingénieurs de première classe, qui auront la capacité d'être immédiatement opérationnels. Un rapport détaillé mettant en évidence le potentiel minier qui devrait répondre aux objectifs visés par les autorités afin de faire de cette école un véritable fleuron dans les filières des mines et du minerai. Et vu qu'on parle éducation, notre rédaction s'est rendue ce matin dans le 6e arrondissement de Libreville. La première école de cette circonscription se trouve dans un état de détérioration, j'y arrive, généralisée, ce, à quelques jours de la rentrée officielle des cours. Irina Abang, Pierre Claver est là. Le constat est très alarmant. L'école publique de Nzanyon 1 est dans un état de délabrement très avancé. Bâtiments vétustes, peinture défraîchie,
Faute d'herbes, la cour d'école est devenue comme une piscine à ciel ouvert où les poissons auraient élu domicile. L'école est plongée dans une insécurité notoire. Absence de portail, salle de classe et bâtiments administratifs sont dans une insalubrité générale. Absence d'eau pour les sanitaires qui sont quasiment inutilisables. C'est le même sentiment que partagent les riverains. C'est Nzayon 1, premier établissement de Nzayon. Il ne peut pas être dans ce genre de conditions. C'est vraiment lamentable. Tout ici est à refaire. Si vous faites les constats, vous allez voir qu'ils n'ont plus l'accès aux toilettes, ils n'ont plus l'accès à l'eau, ils n'ont plus l'accès à la route. En fait, tout ici là doivent être rénovés. Mais il y a plus grave. La toiture est emportée par les intempéries. Le plafond des salles de classe effondré à cause du manque d'entretien, sans omettre la vétusté des lieux. Parents d'élèves et enseignants ne savent plus à quel sein se vouer. Je plains non seulement les élèves qui apprennent dans cet établissement, je plains également les parents. C'est pour moi l'occasion ici de lancer un cri d'alarme aux plus hautes autorités, qu'ils fassent vraiment un effort, alors là, vraiment. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'en 2019, au XXIe siècle, que les élèves puissent apprendre dans des conditions aussi compliquées. À quelques jours de la rentrée des classes, il serait pertinent que les autorités compétentes aient un regard non complaisant sur la situation de cette école. Une autre actualité, non des moindres, le directeur général de Gabon Télévision et son adjoint viennent de diviser avec le personnel le point de l'activité professionnelle des mois d'août et de septembre, ainsi que les perspectives étaient à l'ordre du jour pour la bonne marche de la première chaîne de télévision nationale. Le point, c'est avec Georges Kambila et Gérard Magnagna. Ils n'ont pas dérogé à la tradition, celle qui consiste à mobiliser le personnel chaque mois pour évoquer les problèmes inhérents à la bonne marche de Gabon Télévision. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées sur le plan opérationnel. On a une cinquantaine d'actions que nous avons posées. Nous leur avons dit qu'on n'avait pas besoin de faire de la publicité parce que chacun au quotidien se rend bien compte de ce que nous avons pu poser comme acte et donc les petits pas ont fini par faire des grands. Le directeur général a par la suite invité les uns et les autres à cultiver l'esprit de la discipline et l'abnégation au travail. Nous devons faire en sorte que ceux qui nous avaient fui, qui ne nous regardaient plus, soient aujourd'hui à même de revenir et nous regarder. Prochainement, nous allons lancer de nouvelles émissions et au début de l'année, peut-être lancer la grande grille des programmes. Donc, c'est des efforts que nous faisons et c'est d'appeler au travail, à la conséquence, à la rigueur professionnelle et toujours rechercher l'excellence. Visiblement satisfaits, quelques agents ont donné leur point de vue. C'est rare, un directeur général comme le nôtre le fait actuellement, de réunir tous les agents de Gabon Télévision pour pouvoir échanger. Très satisfait parce que il a vraiment mis en place un plan de relance de Gabon Première sur tous les plans. Une méthode de travail plutôt encourageante et dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de cette structure audiovisuelle. Pour information, sachez que le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, informe les professionnels des médias publics et privés et ceux de la cinématographie de la tenue prochaine de la Commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma. À cet effet, les intéressés sont priés de se rapprocher de la Direction générale de la communication, sise au centre-ville derrière la poste porte 106, pour retirer le formulaire de demande de la carte de presse et des métiers du cinéma des diffusions de cette communication. L'accès à l'eau potable dans plusieurs ménages de Libreville reste une problématique. Vous l'avez compris, nous abordons le volet social de cette édition d'information. Les fuites d'eau peuvent-elles justifier cette situation? Les experts de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, dont ce reportage de Claude Kabougila et Gérard Magnagna, nous édifient. Les fuites d'eau dans les quartiers de Libreville, un véritable problème pour les populations. Ces fuites d'eau ne sont pas sans conséquences, elles occasionnent des dégâts sur la chaussée, des augmentations de factures d'eau et la diminution de la pression dans les ménages. Il faut que les SCG aussi soient attentifs à nous, parce que des fois tu la payes, ils ne viennent pas aussitôt.
C'est ça qui nous fait même en sorte que moi, personnellement, d'avoir toujours le contact de mon plombier. Souvent, nous-mêmes, quand on voit comme ça, on va chercher le caoutchouc. On vient attacher ça pour que l'eau ne puisse plus gaspiller. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont privées d'eau et d'autres, non. Et quand on se retrouve à la fin du mois à la SCG, on se rend compte qu'on paye un peu plus le coût est plus ou moins élevé par rapport à la consommation. Quant aux solutions idoines à trouver, la Société d'énergie d'eau du Gabon rassure les usagers. Nous avons renforcé les équipes et ce n'est pas terminé. C'est une première étape. Nous allons poursuivre dans cette lancée en continuant à rajouter des équipes à moto, des équipes également en véhicule et conjointement évidemment avec des actions de mise en conformité parce que finalement il ne suffit pas de réparer les fuites. Bien souvent, c'est lié à la problématique de branchement anarchique. Donc nous avons également des actions en parallèle de remise en conformité. En plus des moyens techniques et logistiques déployés, la Société d'énergie d'eau du Gabon sollicite également le concours des Librovillois en signalant les fuites d'eau dans leurs quartiers respectifs. La question des fuites d'eau à Libreville nous emmène, on va le dire, sur ce plateau. Lariska Laure Mamengi, bonsoir. Bonsoir Steve. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste à la rédaction de Gabon Première. Vous avez eu le temps de regarder avec nous cet élément et le directeur, on va dire le responsable de la SOG, disait renforcer les équipes pour pallier la difficulté. Pensez-vous un seul instant que ces explications suffisent à, on va dire, à peser la tension au sein des ménages à Libreville? Merci Stevie. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la SEG est effectivement la seule entreprise qui a le monopole de la distribution d'électricité et d'eau. Donc, pour le cas d'espèce, il n'est peut-être pas question de jeter l'anathème sur la SEG, mais plutôt revenir sur la responsabilité des ménages dans ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Donc, comme il a si bien dit le directeur technique de la SEG, ces questions sont liées à beaucoup de causes. Il a relevé les installations anarchiques. Oui, effectivement, les installations anarchiques, parce qu'il y a l'installation des tuyaux d'eau ou même de l'électricité obéit quand même à un certain terrassement. Il faut le reconnaître qu'il y a des quartiers qui n'ont pas encore toutes les commodités pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et là, c'est vrai que ce n'est pas de la faute des ménages. Mais après, quand quelqu'un veut avoir son compteur, il veut avoir toutes les commodités pour pouvoir s'installer, il y a quand même des efforts à fournir pour que les choses soient installées dans les règles de l'art. J'entends ici, par là, que les agents de la SEG ou encore les entreprises qui sous-traitent avec la SEG, que ce soit seules ces personnes-là habilitées à installer les tuyaux d'eau. Or, ce que nous constatons dans les quartiers, c'est que beaucoup de ménages, de populations font fi de ces règles-là. Est-ce que c'est la SEG qui n'est pas proche des populations? C'est vrai que de part et d'autre, les torts sont partagés. Mais là, comme on est sur la responsabilité des populations, il faut dire que les gens n'aiment pas faire trop d'efforts aussi. Il y a des ménages qui, pour eux, bon, au quartier, on essaie de s'entraider. Il y a X ou Y qui s'est installé. Et puis, bon, on le copte et voilà, il nous installe des tuyaux. Ce n'est pas forcément dans les règles de l'art. Et puis, après, on se retrouve à subir certaines situations. Après, il y a aussi le fait que les ménages n'ont pas l'habitude de contrôler périodiquement la qualité de leurs installations. Mais Lariska, vous l'avez dit sur ce plateau, la SEG a encore le monopole de la distribution de l'eau au Gabon. Est-ce que la SEG, dans cette situation, ne gagnerait pas à trouver des solutions pérennes? La solution, Stevie, c'est bien déjà qu'ils aient créé ce qu'ils ont appelé la brigade bleue. Donc, lorsque le monsieur disait tout à l'heure qu'ils vont intensifier les équipes, il parlait justement de cette brigade bleue qui a été mise en place effectivement pour veiller. C'est comme le nom le dit, c'est une brigade, donc c'est la police de la SEG qui va veiller à ce qu'on n'enregistre plus ce phénomène. Mais ce qu'on peut leur souhaiter, c'est la réactivité, que cette équipe soit très réactive parce que la problématique des fuites d'eau prend des proportionnalités inquiétantes. Et après, il ne faut pas oublier d'intensifier la sensibilisation auprès des populations parce qu'aujourd'hui, les conséquences sont nombreuses. On parle de la dégradation des voies, c'est vrai, mais après, quand il y a des fuites qui ne sont pas stoppées, ça dure parfois des semaines, des années, la route se dégrade, surtout qu'il y a aussi parfois des fuites volontaires. Il y a, à tort ou à raison, enfin, un faux ou un tort, comme on le dit dans notre jargon, des familles qui pensent que l'eau qui coule avant compteur,
la fuite avant compteur n'est pas facturée. Ça fait qu'il y a certains qui volontairement laissent ces fuites-là et préfèrent venir se servir directement parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de facture par la suite. Donc, ils vont s'approvisionner comme ça. Ça va durer des semaines, des mois, des années. Et c'est vrai que c'est le ménage qui prend un coup. Le panier de la ménagère, et c'est à peu près 90 000 mètres cubes d'eau par jour qui est perdu par la SEG sur les 230 000 mètres cubes d'eau fournis dans la ville de Libreville. C'est quand même inquiétant et il serait souhaitable que les deux parties, notamment la SEG, multiplie les efforts avec sa brigade bleue, mais qu'aussi qu'il y ait un problème, enfin qu'il y ait un processus, un programme de sensibilisation auprès des populations pour que chacun adopte un comportement responsable. Merci Lariska. Alors, Mamengi, d'être passé sur le plateau pour nous donner plus ample d'explications au sujet des fuites d'eau à Libreville. Vous ne partez pas, vous restez sur ce plateau pour la suite de cette édition d'Information. Et on parle coopération, cette fois à Port-Gentil, où le gouverneur Patrice Fontina s'est entretenu avec le patrouilleur de la marine espagnole Atalaya P74 en escale de 3 jours dans la capitale économique dans le cadre de l'assistance aux marines nationales des pays du Golfe de Guinée. Les détails, c'est avec Marius Nanda. Visite de civilité aux autorités de la capitale économique, le commandant du patrouilleur de l'armada espagnole Atalaya P74, qui accompagnait le consul d'Espagne dans notre pays, était au cabinet du gouverneur de province Patrice Fontina, avec qui il aura échangé sur la présence de la marine espagnole en terre gabonaise. Estamos en Port-Gentil, en Gabon. Ici à Port-Gentil du Gabon et de la marine gabonaise, pour pouvoir renforcer ses capacités à assurer eux-mêmes la sécurité dans la région. Ils sont à Port-Gentil pour des activités de coopération et de renforcement des capacités d'entraînement et de formation de la marine gabonaise pour faire en sorte que la marine gabonaise puisse assurer la sécurité maritime sans avoir recours à des agents externes. Même exercice quelques heures plus tard au cabinet du maire de la commune, entre échange de présents et de civilité. 3 jours durant, les marins espagnols procéderont à des manœuvres et exercices aux côtés de leurs homologues gabonais dans les domaines que sont la surveillance côtière et la sécurisation des installations portuaires. Dans la Nyanga, Christiane Leka, gouverneur de la 5e province du Gabon, s'est rendue dans le district de Denguilila. Elle y est allée pour vérifier l'état des bâtiments abritant la sous-préfecture de cette localité. Juldas Biviga. Profitant des installations des auxiliaires de commandement, le gouverneur de province Christian Leka est allé visiter les bâtiments abritant la sous-préfecture du district de Denguilila, dont les travaux avaient déjà atteint leur phase de finition mais abandonnés depuis plusieurs années. Arrivé sur les lieux, le constat est presque désolant, où certains pyromanes n'ont pas hésité de mettre le feu, causant de nombreux dégâts matériels. Quand on a déjà quelque chose, il faut qu'on préserve ça. D'accord? Oui. Donc quand les gens mettent le feu, qu'on prenne au moins la peine de venir d'abord nettoyer autour. Comme ça, s'ils peuvent brûler pour aussi c'est des champignons ou je ne sais pas quoi. Mais regardez ça. Qui va nous le refaire? Un acte que condamne le chef de canton. Parce que vraiment, c'est pas normal. Vous voyez le bien que l'État nous a donné. Et voilà comment c'est gaspillé parce que il y a l'herbe, il brûle la plaine et ça a gaspillé le matériel. Et c'est pas normal. Je suis du même avis que madame le gouverneur. Le sous-préfet d'Ndenguila, déjà installé il y a plusieurs jours, reste confiant de ce que le gouvernement trouvera des solutions afin qu'il regagne son lieu d'affectation. Rappelons-le, depuis lors, ce dernier a pour lieu de résidence la commune de Tubanga. Et en sport, on parle de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de l'Estuaire de football. 2 points ont focalisé les échanges pour les délégués présents à cette rencontre. Il a été question de passer au peigne fin les points inscrits d'Ève Moubele-Pendi, Syriac Harris. Le congrès de la maturité symbolisant les 60 ans d'existence de la Ligue de football de l'Estuaire a connu un franc succès au regard du niveau des débats ayant caractérisé l'esprit de courtoisie tout le long des 10 travaux. 2 points inscrits à l'ordre du jour, les bilans moraux et financiers ont largement été passés au peigne fin. Les 2 rapports sont passés comme une lettre à la poste, si je puis le dire. Effectivement, ils ont été adoptés par l'ensemble des délégués. Il faut dire dans le cadre de ce 60e congrès, c'est l'âge de la maturité. Et les délégués sont assez matures et ils ont été très regardants là sur les rapports. Ils les ont approuvés ce jour et nous tenons
vivement à féliciter ces congressistes ce jour. S'agissant du bilan moral, le bureau directeur de la Ligue est revenu sur les rapports cordiaux entretenus avec les ligues sous tutelle. Le foot féminin et celui des jeunes a permis aux délégués de mesurer l'intense travail effectué dans ces secteurs pourvoyeurs de talent. Le bilan financier a permis de comprendre l'équilibre budgétaire réalisé entre les recettes et dépenses gérées par la Ligue de football de l'Estuaire. Toujours ce même problème de moyens financiers, mais au terme, nous sommes depuis 3 ans, nous allons au terme de nos compétitions et c'est une joie, une satisfaction pour l'ensemble des participations à ces compétitions et l'ensemble des membres du bureau directeur de la Ligue de football de l'Estuaire. Par acclamation, les délégués ont approuvé l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, non sans rappeler l'urgence d'un retour imminent du championnat de la Ligue dans un délai raisonnable qui va se jouer à 14 clubs comme lors de la précédente saison. Et ce, en dépit du nombre sans cesse croissant des équipes qui frappent à la porte de la division 3 de la LFE. Et voilà, c'est sur cet élément sportif que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guilain Lemami. Moi, je vous dis à demain, lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.